Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux news, émission exclusive, interview exclusive. Aujourd'hui, nous recevons un invité de premier plan, Isiaka Sangaré, ex-secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien, président du courant au sein du FPI, démocratie et valeurs et militant de ce parti. Cette interview de 70 minutes nous permettra de mieux comprendre ce nouveau courant politique, de discuter de la rupture entre le FPI et le RHDP, des récentes actualités au sein du parti, de l'actualité nationale ivoirienne, pourquoi pas, de l'appel de Bonois et de la présidentielle ivoirienne de 2025. Nous aborderons également la question des poursuites judiciaires visant certains grands leaders politiques ivoiriens. Président, merci de nous honorer ce soir. Merci, M. Sidik, et merci à Reflet TV de nous permettre d'expliquer aux Ivoiriens nos différentes projections. Vous avez tout récemment créé un nouveau courant au sein du FPI. Pourquoi ce courant politique ? Alors, il faut dire que le Front populaire ivoirien était un parti par essence éminemment attaché aux questions liées à la démocratie. C'est d'ailleurs le parti précurseur de l'élan démocratique qu'il y a eu en 1990. Donc, fort de cela, ce parti se donne toujours les moyens au niveau des textes de rester attaché à cette problématique-là. On a pu constater au sein de notre parti, ces temps-ci, je dirais un déni de démocratie dans le fonctionnement du parti, dans la gouvernance, ainsi qu'une dérive autocratique qui forcément a entraîné des situations telles que nous étions obligés, avec l'appel des différents camarades, compte tenu de ces irrégularités-là, de faire en sorte que nous nous exprimions, comme nous le permettent nos textes, notamment l'article 74 du titre 5 du règlement intérieur. Nous avons donc créé un courant, et c'est donc une démarche pour rétablir la démocratie interne au sein du parti, et pour nous projeter sur des valeurs propres au Front populaire ivoirien, au-delà des valeurs qui fondent véritablement l'action politique dans sa projection. Certains disent que démocratie et valeurs est une manœuvre politique pour pouvoir diviser l'opposition, principalement le Front populaire ivoirien. Que répondez-vous à cela? Ah oui, mais dès lors que des textes existent au sein d'un parti, pourquoi un parti se donnerait lui-même les moyens qui vont engendrer sa division? Mais pourquoi ne pas poursuivre comme par le passé? Donc ça paraît incohérent. Oui, par le passé, les rapports étaient, je dirais, des rapports conformes à la vision que nous avions. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un environnement où les décisions sont prises sans que les instances ne soient informées, où des actions sont menées sans que nous ne soyons informés. J'étais dans une position très importante en tant que secrétaire général porte-parole. Il y a eu des faits que j'ai relevés, notamment la question dont vous parlerez tout à l'heure, l'appel de Bonois. Et je n'étais pas informé de la démarche. Ne serait-ce que dans cette approche en termes de procédure, il fallait bien, à un moment donné, dire que ce n'était pas conforme à nos attentes, ce n'était pas conforme à nos valeurs. Alors donc on ne pouvait pas continuer dans cette approche-là, sinon le parti lui-même, avec le temps, en arrivera à une forme de recul. Quelles preuves pouvez-vous fournir pour affirmer que votre courant incarne réellement un changement au sein du FPI? Mais il est déjà là, ce changement. La vocation qu'ont beaucoup de nos camarades déjà à nous rejoindre, parce qu'ils ont fait un constat. Ils ont fait un constat et nous nous projetons. Et à partir de là, ils nous ont rejoints et nous mettons en œuvre une dynamique même dans notre gouvernance. Le pouvoir partagé avec un président, certainement du conseil stratégique, et des présidents délégués, pour que chacun, dans son domaine de compétences, avec une délégation de pouvoir, puisse œuvrer au respect des normes que nous nous sommes données. Donc il y a des retours, il y a des prises de position, il y a des constats qui sont faits et qui démontrent qu'à l'évidence, nous avançons en tenant compte de cette dynamique-là des valeurs. Un courant, est-ce que c'est une première au sein du FPI? Oh non, ce n'est pas une première. Il y a eu le courant Renaissance, il y a eu d'autres courants. Et donc on ne peut pas dire qu'on a une vocation à chercher à diviser le parti. S'il n'y a pas une raison qui fonde la création du courant, eh bien le courant n'aurait pas existé. Bien, mais ce courant naît pendant que vous êtes sorti par Pascal Affi-N'Guessan de la tête du secrétariat général du FPI. Cela suscite beaucoup de réactions. Ah, oui, mais justement, un parti politique doit accepter en son sein qu'il y ait quelquefois des débats d'idées. Et les débats d'idées sont ceux qui fondent même la gouvernance en interne. Et ceux qui fondent notre capacité à prétendre représenter la Côte d'Ivoire et diriger la Côte d'Ivoire. Donc quand il y a des divergences de point de vue sur des questions aussi importantes soient-elles, on ne prend pas la décision de se séparer d'un collaborateur. On prend le temps d'expliquer, le temps de faire adhérer au projet. Quand vous ne pouvez pas faire adhérer les uns aux autres,
à votre projet, c'est que votre projet lui-même manque de base. Et c'est ça qui est à décrier. Bien, donc, au-delà de cela, nous savions que la démarche telle qu'elle était mise en œuvre entraînerait ce qui s'est passé. Donc c'est une divergence de vue qui a entraîné cette décision. Et quel est l'objectif à long terme de démocratie et valeurs, la prise de pouvoir ou l'influence sur la politique? Oh, mais déjà, démocratie et valeurs est au sein du parti. Il est en train de mettre en œuvre la démarche qui lui permettra en tant que courant de sensibiliser les camarades, d'en arriver à la prise de conscience de ce que nous éloignons de la démocratie et que certaines valeurs qui sont les nôtres en tant que socialistes, donc les valeurs fondamentales telles que la camaraderie, l'empathie, l'amitié, sont en train de reculer. Donc nous, notre démarche aujourd'hui, c'est de mettre en évidence ces aspects-là, donc retourner aux différentes valeurs. Maintenant, nous donnons le temps. À court terme déjà, je dirais qu'en moins d'un mois, nous avons pu faire adhérer beaucoup de nos camarades à notre démarche à travers démocratie et valeurs. Et comment vous expliquez votre parcours au sein du FPI avant de lancer ce courant politique? Oh, mon parcours au sein du FPI, comme beaucoup de camarades qui appartiennent à ce courant, qui sont des responsables du parti. Certains sont sortis par démission parce qu'ils ont vu que la démarche telle qu'elle était engagée, elle n'était pas profitable à l'épanouissement et à l'essor de notre parti. D'autres sont encore membres de la direction, mais ils ont affirmé leur position. Libre à chacun de prendre les décisions qui en suivront. Personnellement, moi, je suis au Front populaire ivoirien depuis 1990, ça fait quand même 34 ans. Donc on a des jeunes dans le courant, on a des camarades qui ont l'expérience dans le courant. Donc la finalité pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions redonner goût à cette gouvernance-là, que nous puissions inciter les nouvelles générations à se joindre à nous dans notre démarche qui tient compte de la modernité, mais en même temps de notre volonté de faire en sorte que les appareils politiques ne soient pas gouvernés selon le bon vouloir d'un individu, mais soient assis dans leur gouvernance, dans leur organisation, sur des textes qu'on respecte pour la promotion de la démocratie et au-delà, pour l'essor de nos différentes sociétés. Vous ne regrettez pas souvent votre choix de suivre Pascal Affi-N'Guessan qui avait à un moment des antécédents avec Laurent Gbagbo? Oh, il ne s'agit pas de regretter. Nous n'avons pas suivi Pascal Affi-N'Guessan. Nous avons suivi la légalité au sein du parti. Mais d'autres sont partis au PPACI. Oui, cette légalité était incarnée en ce moment-là par Pascal Affi-N'Guessan. Ceux qui sont partis au PPACI ont fait le choix politique. Donc nous avons suivi Pascal Affi-N'Guessan relativement à cela. Certains, évidemment, se sont retirés, ils sont allés, mais c'était des choix politiques. Dire certainement la légalité est de ce côté-ci, mais nous estimons que l'opportunité politique, celle qui pourrait faire avancer notre idéal, est de l'autre côté. Donc je ne dirais pas que nous regrettons ce choix, d'autant plus que nous sommes totalement, je dirais, fermés même à la question de l'appel de Benoît. Donc nous ne regrettons pas ce choix. J'ai été celui qui a conduit le congrès extraordinaire de 2021, qui a pris acte de la création du PPACI, donc du départ de nos anciens camarades. Je crois que c'est dans cette dynamique-là que nous avons essayé de relancer le parti sur de nouveaux fonds baptismaux. Et quel rôle envisagez-vous pour démocratie et valeurs dans les élections présidentielles, locales et régionales à venir? Oh, vous savez, démocratie et valeurs vient tout juste d'être créée. Nous avançons très vite, je dirais même allègrement, mais on a seulement qu'un mois d'existence. Il appartiendra donc à tous les acteurs de démocratie et valeurs, ensemble de s'asseoir pour voir la projection que nous ferons, tant entendu que nous sommes du Front populaire ivoirien, mais au-delà, nous sommes d'abord des Ivoiriens. Donc la problématique, ce sera la question de la gouvernance, la question des choix, qui pourront donc apporter, je dirais, un certain développement à notre pays. Allez-y, terminez. Non. Parlons maintenant de la rupture entre le FPI, le Front populaire ivoirien, et le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Pourquoi, selon vous, la rupture entre le FPI et le RHDP était-elle inévitable? Oh, mais ça, vous poserez la question à d'autres acteurs, parce que je crois que c'est l'un des points d'achoppement. C'est l'un des points d'achoppement qui ont même aussi justifié la création du courant, même si au départ, il est d'abord idéologique. Notre appui socialiste, notre attachement, je dirais, à la démocratie. Mais la question aujourd'hui, sur la question de démocratie et valeurs, et puis le lien avec la gouvernance au niveau du parti, nous aurions souhaité que tout cela se fasse dans le respect de l'autre parti. Que tout cela se fasse un an après la signature du partenariat,
que nous procédions à la mise en œuvre d'un bilan pour voir les forces et faiblesses du partenariat et ensuite envisager l'opportunité de continuer ou de ne pas continuer. Dès lors que cela n'a pas été mis en évidence, évidemment, cela nous a interpellés. Cela nous a même, je dirais, quelque part gênés. Parce qu'au nom de l'orthodoxie, il aurait bien fallu que ce bilan-là se fasse. Ce bilan ne s'est pas fait. Pascal Affi-N'Guessan a pris la décision, pour des questions qui lui paraissent être d'opportunité, de se retirer du partenariat. Nous continuons de dire que ce partenariat stratégique renforcerait davantage notre parti et donnerait beaucoup plus d'opportunités dans la création d'une sorte de digue au niveau de l'approche républicaine. Donc nous restons attachés à ce partenariat, et comme nous l'avons dit. C'est une volonté qui a été mise en évidence par Pascal Affi-N'Guessan, mais si nous suivons même les différentes procédures qui ont entraîné la mise en œuvre de cette décision, certaines sont décriées aujourd'hui, notamment les règles de quorum qui n'ont pas été respectées pour la convocation de nos différentes instances, notamment les comités centraux, je dirais, qui se sont succédés dans le temps. Donc il y a des éléments par rapport à cela qu'on pourrait relever. Mais nous restons attachés à cette vocation-là, de faire en sorte que le partenariat continue d'exister. On n'arrive toujours pas à comprendre ce que ce partenariat a pu apporter au FPI. Ah, mais vous n'arrivez pas à comprendre, mais il y a un ensemble d'éléments. Ce partenariat est intervenu à un moment où nous avions même une difficulté à nous afficher. Parce qu'après la situation de 2020, après l'élection présidentielle, nous sommes allés en 2021 avec la volonté pour l'ensemble des partis politiques de l'opposition de positionner des candidats qui seraient soutenus par l'ensemble et faire en sorte que nous ayons tous quand même une certaine représentativité qui renforcerait notre présence à l'hémicycle. Et c'est avéré qu'à ce moment-là, un certain nombre de partis politiques se sont regroupés, principalement le PDCI et à l'époque EDS, qui est devenu aujourd'hui PPACI, donc qui s'est reversé dans le PPACI, et que nous nous sommes retrouvés isolés. Face à cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Accepter cet isolement ou trouver des opportunités de continuer à compter et à prospérer dans le jeu politique. Donc c'était déjà une des raisons. Notre vocation pour la réconciliation, la cohésion sociale et le renforcement de la démocratie nous a amenés vers le RHDP. Nous avons discuté avec le RHDP. Heureusement, nous sommes arrivés à cet accord qu'on a appelé un partenariat. Donc fort de cela, on dirait que quand même, on a pu mener des actions ensemble. Donc voilà un peu la lecture. Nous ne sommes pas restés, je dirais, totalement opposés sur certaines questions. Et certains disent que l'alliance entre le FPI et le RHDP était un mariage de raison. Qu'en pensez-vous? Mais c'est un mariage de raison. Comme je dis, on se bat d'abord pour quoi? On se bat pour notre vocation au développement. On se bat pour que nous soyons dans un environnement apaisé, pour que nos concitoyens dans les politiques qui sont mises en œuvre soient pris en compte. Pourquoi on verrait donc d'un mauvais œil la volonté de deux partis politiques, fussent-ils même d'obédience différente, de progresser vers cet idéal-là? Donc nous disons que c'était un mariage de raison et qu'il n'y avait pas de raison, encore une fois, de s'en dissocier sans faire un bilan. Malgré cette alliance, le FPI a perdu, disons, le conseil régional dans le Moronou. Comment vous réagissez? Vous savez, quand on est un démocrate, on doit intégrer la vocation à perdre ou à gagner des élections. Je suis vraiment désolé. Moi, j'ai été déjà candidat le Moronou qui était un bastion de Pascal Affi-N'Guessan. J'ai été déjà candidat à certains moments. On peut gagner comme on peut perdre. Un démocrate n'a pas une vocation à se braquer parce qu'il a perdu une élection. Il pourrait y avoir des raisons qui ont créé cette situation. Le nom des raisons, Pascal Affi-N'Guessan accuse le RHDP. Il faut aller au-delà de cela, faire l'autocritique, et ensuite on est libre d'accuser. Faire d'abord l'autocritique, qu'est-ce qui n'a pas marché en mon sein, et ensuite on accuse. Mais est-ce que la finalité du partenariat était vouée à une victoire d'Affi-N'Guessan dans le Moronou? Je dirais non. Le partenariat a été d'abord fait pour la réconciliation, la cohésion sociale et la démocratie. On a même dit que ça n'avait pas une vocation électorale.
Dès lors que ça n'a pas une vocation électorale, la perte d'un strapontin ou d'un siège ne devrait pas entraîner la rupture du partenariat. Bien, cette rupture est-elle un prélude à une plus grande rivalité entre le FPI et les RHDP en 2025? C'est ce qu'estiment certains analystes. Comment vous répondez? Bon, vous savez, l'analyse est libre. Chacun des partis est autonome et a sa vocation de se présenter. D'ailleurs, le partenariat n'a jamais dit que le FPI n'aurait pas pu présenter de candidat. Le partenariat ne l'a pas dit, puisqu'on a même dit que ça n'a pas une vocation électorale en tant que tel. Donc chacun des partis garde son autonomie. Maintenant, dire que parce qu'il y a cette situation, ça va entraîner, je dirais, une plus grande capacité, de plus grands antagonismes, je dirais que chacun des partis est dans sa vocation. Le RHDP est quand même le parti au pouvoir, avec, dans l'approche arithmétique, ne serait-ce que l'approche arithmétique, avec une certaine longueur d'avance sur les autres partis. Évidemment, il appartiendra au FPI, dès lors qu'il aura un candidat, de se projeter et de se donner les moyens d'être visible. Certains affirment, même cadres et membres du FPI, que le FPI est sorti affaibli de ce partenariat avec le RHDP. Mais avant le partenariat, nous avions quand même une position. Et cette position-là, c'est vrai qu'elle s'est amenuisée, mais est-ce que ça a été le fait du partenariat? Est-ce que ce n'est pas parce qu'en notre sein déjà, nous avions des difficultés? C'est quand même un parti qui a connu beaucoup de divisions internes. C'est un parti qui a connu une scission, avec des départs, qui a connu une crise depuis 2014. Donc ce parti s'est affaibli, s'est fragilisé avec ces différents départs. Donc il y a déjà cette approche-là qu'il ne faut pas omettre. Peut-être que tous unis, comme à l'époque, on aurait eu beaucoup plus de capacités. Donc nous avions déjà nos faiblesses, et nous appartenait de trouver des solutions pour que nous puissions nous projeter. Et nous avons estimé que le partenariat était aussi un environnement qui aurait permis de positionner certains camarades. Nous avons quand même aujourd'hui des vice-présidents de région. Nous avons des adjoints au maire dans les grandes communes, les plus grandes communes, telles que Abobo et Yopougon. Je ne crois pas que cela puisse être passé par perte et profit. Je ne crois pas. Je pense qu'il faudrait œuvrer dans l'autocritique à trouver des solutions pour améliorer notre visibilité. Et c'est même pourquoi nous commençons à décrire en interne tout ce qui pourrait être entrave à la démocratie en interne. Mais en créant ce courant, vous pourriez favoriser une scission au sein du parti. Moi, je continue de dire qu'un parti politique se dote de textes. Et ces textes relèvent d'un argumentaire interne, d'une présentation à l'occasion des instances dont la plus importante est le Congrès. Et pourquoi on se donnerait des moyens qui entraîneraient une scission? Pourquoi on ne pourrait pas croire que la contradiction qui nourrit et qui enrichit l'échange, qui ne tue pas la pensée, pourquoi une telle contradiction ne pourrait pas plutôt offrir des opportunités réelles d'évolution au parti? On pourrait aussi poser la question sous cet angle. Parce qu'un système qui a fonctionné pendant un moment, Afin Guessa est un président depuis 23 ans, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Il pourrait advenir à un moment donné qu'il manque dans son approche d'une vision et d'une stratégie qui permettra au parti de mieux s'afficher. Donc nous venons avec des propositions. Nous venons pour dire la première des choses, il faut se réinstaller dans la démocratie. Il faut faire en sorte que nos valeurs continuent de s'exprimer pour que nous puissions offrir des opportunités réelles au parti et nous positionner davantage. Et comment jugez-vous le leadership de Pascal Afin Guessan dans cette période de turbulence? Je crois que le leadership, chacun s'en rendra compte. Hein. La vocation d'un manager, parce que je ne parlais même pas de leader, parce que la vocation d'un manager d'abord, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans le groupe une sorte de concordance. Il y ait dans le groupe une certaine capacité d'adhésion pour soutenir l'action commune. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture où effectivement, il y a une division. Il y a une division parce que le courant considère que beaucoup d'éléments sont à revoir. On dit que c'est le courant qui est venu diviser le FPI. Vous auriez souhaité que le FPI restât sans réagir
quand celui qui dirige prend des décisions, certaines même qui vont contre les textes, procède à des limogeages sans tenir compte des procédures en elles-mêmes. Parce que c'est un parti qui a des textes. Ah, il y a un congrès en décidant de suspendre ou de faire suspendre son adversaire pour offrir quoi, un simulacre de congrès. Vous auriez souhaité que nous taisions pendant que la démocratie est foulée au sol, pendant que les textes sont violés. Cela, ce ne serait pas de la démocratie, ce ne serait pas de la cohésion, ce serait de la complaisance. Mais pourquoi ne pas créer un autre parti ou parti rejoindre le RHDP? Ah, oui, mais c'est la même problématique qui s'est passée. En 2000, quand il y a eu la crise interne, et pourquoi Afingessa n'a pas créé un parti? Pourquoi il s'est battu pour rester au niveau du Front populaire ivoirien? Mais rejoindre le RHDP, qui vous a dit que nous avons une vocation libérale? Nous sommes du FPI, nous donnons les moyens de faire en sorte que celui qui ne respecte pas la déontologie, l'orthodoxie dans le parti, soit obligé de s'y conformer. Mais ce serait une fuite en avant. Ce serait même un acte de lâcheté, de complicité, que de sortir du parti pour laisser libre cours au fantasme d'un individu. Aussi important soit-il, ce serait donner un coup d'arrêt à l'expression de la démocratie. Ce serait désillusionner tous ces jeunes qui rejoignent le parti dans l'espoir de voir une société nouvelle se dessiner et se profiler. On ne peut pas faire un saut en arrière d'aussi loin et croire que nous allons nous taire en interne ou trouver la solution de facilité partie du parti. Mais ceux qui sont en train de faire une démarche vers le PPACI aussi pourraient rejoindre le PPACI. Pourquoi pas? Parce que ceux qui sont présents aujourd'hui au FPI et qui ont une vocation à rejoindre le PPACI, c'est résiduel, c'est résiduel. Parce que c'est seulement en 2021 que nous avons fait un congrès. Et ce congrès a consacré notre volonté de nous départir et de prendre acte du départ de certains camarades. Donc ceux qui sont aujourd'hui présents dans le parti et qui ont envie d'aller et de répondre notamment à l'appel de Benoît, je dirais que ce n'est pas les plus importants, ce n'est pas les plus nombreux dans le nombre, je dirais. Est-ce que le FPI peut survivre à cette crise sans se fragmenter davantage? Vous savez, dans une crise, chacun des acteurs doit faire en sorte de s'élever. C'est dans la capacité d'élévation qu'on peut trouver des solutions. Je disais tout à l'heure, un manager, c'est celui à qui on confie un certain nombre de tâches. Mais le leadership, c'est un niveau plus élevé. Parce que le leadership, c'est ce que vous dirigez qui vous le concède. Et pour le moment, nous pensons qu'il y a beaucoup d'efforts. La vision n'est pas clairement déclinée. Nous sommes à 1 an des élections. La stratégie n'est pas mise en avant. Donc, il y a un fonctionnement qui, comme on le constate, va à volo. Parlons des stratégies. Vous estimez aussi que l'FPI doit revoir sa stratégie électorale pour 2025? Oh, de toute façon, la stratégie électorale, elle est d'abord le fait du parti qui connaît ses différentes orientations, qui dit, bon, nous restons toujours dans une économie, par exemple, de marché, ou une économie, je dirais, socialiste, ou une économie social-démocrate. Vous voyez? Donc c'est déjà l'approche du parti en tant que tel. Vous semblez Ensuite, c'est la volonté des uns et des autres de mettre en évidence un programme. Après, le candidat pourra apporter son input. Vous voyez, ça devient important. Comment est-ce qu'il se sent dans cet aéropage qui aura été mis en œuvre? Donc voilà un peu les différentes démarches qui pourront permettre de présenter un programme ou un projet. Alors, vous semblez perdre du terrain. Selon vous, quelle action le FPI devrait-il entreprendre pour regagner la confiance de ses militants, de ses partisans? Ah oui, déjà, il faut que le FPI soit ce parti-là, qui se définisse clairement, qui sache en termes de vision où il va, quel est le type de société dans laquelle il se projette. Voilà. Donc, ces éléments-là sont mis en avant. Nous allons dans quel type de société? Quelles sont nos relations avec nos concitoyens? Quelle est notre politique de la jeunesse? Quelle est notre politique des femmes
il est bien évident que tout cela va se mettre en forme autour d'un candidat. Le FPI n'a pas encore de candidat pour l'élection présidentielle à ce jour. Depuis le début de cette crise, est-ce que vous vous êtes entretenu avec le président Pascal Affi-N'Guessan? Ce qui est important, nous avons eu des d'échanges, notamment les instances du parti. Et nous sommes restés, je dirais, cristallisés sur nos divergences de vues qui ont entraîné la situation que chacun sait. Dans tous les cas de figure, il était difficile, compte tenu de nos divergences profondes, d'avancer ensemble. Donc nous n'avons plus d'échanges, Pascal Affi-N'Guessan et moi. Et comment expliquez-vous cette montée des tensions au sein du parti? Montée de tension, c'est déjà la question de la communication. La communication qui supposerait que dès lors qu'il y a une situation, elle est donc rompue, chacun cette communication. soit informé. En l'état actuel des choses, oui, cette communication est rompue, mais le parti existe, chacun de ses démembrements mène les actions qu'il a amenées. La finalité, c'est la cible, les militants, et puis notre positionnement au niveau national et au-delà. Bien, parlons maintenant d'actualité nationale et appel de Bonoa. Quelle est votre réaction à l'appel de Bonoa lancé par le président Laurent Gbagbo et ses implications politiques? Moi, je crois que déjà l'appel de Bonoa, je dirais que c'est une volonté qui a été émise par le président Laurent Gbagbo. En tant que tel, c'est une volonté, c'est un acte délibéré. Maintenant, quelle est sa portée? Pour parler de la portée, il faudrait avoir des informations. Personnellement, je n'ai pas d'informations sur la question de l'appel de Bonoa. C'est pourquoi je dirais que dans la forme telle que les échanges ont été faits ou auraient été faits avec Pascal Affi-N'Guessan, je me suis opposé. Et dans le fond, je crois que quel que soit un appel, il est important qu'il ait des éléments précis qui en confortent la finalité. Je considère, moi, qu'un parti qui a été dans une approche conflictuelle avec le FPI jusqu'à ce jour, un parti qui est né d'une scission avec le FPI aujourd'hui, qui demande donc qu'on se retrouve, a besoin d'éléments plus probants, à mon sens. Donc moi, je considère personnellement que l'épisode de la collaboration avec le président Laurent Gbagbo, personnellement, est dépassé. Et je ne me sens nullement concerné. Et je crois que c'est l'une des démarches aussi du courant. Nous regardons vers demain et nous nous projetons vers l'avenir. Bien, nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste dans quelques instants pour la suite de cette émission avec Isiaka Sangaré, président de Démocratie et Valeurs, un courant au sein du Front populaire ivoirien. La pub. De retour de la pub, nous parlions avant cette réclame publicitaire de l'appel de Bonoa. Alors, le président Laurent Gbagbo a lancé cet appel pour l'unité au sein de l'opposition politique. Est-ce que vous croyez en cette unité et cet appel lancé? Je pense que cette unité aurait eu plus de portée si l'unité s'était dessinée à travers des actes qui s'inscrivaient loin de la période électorale. Mais cette unité, dans un contexte, je dirais, électoral, à quelques mois de l'élection présidentielle, me laisse, je dirais, dubitatif. Parce qu'il est bien évident que les partis politiques peuvent se réunir autour de thématiques. Mais quelles sont les thématiques qui seront mises en avant? Quels sont les programmes? Quels sont les projets? Il est bien entendu que chacun de ces partis-là est un parti qui a une autonomie et va mettre en évidence son programme et son projet de société. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui, cette lecture-là, même si elle est noble dans sa finalité, soit aisée à mettre en œuvre, d'autant plus que les appétits des uns et des autres vont entraîner des divergences de candidature. Je ne crois pas qu'à 11 mois de l'élection, on puisse aujourd'hui parler de l'unité de toute l'opposition et ensuite de l'unité de la gauche. Je ne crois pas que ce projet-là, qui est, je dirais, mis en avant ces temps-ci, puisse prendre forme et se donner les meilleures chances de sortir une victoire au soir donc de l'élection de 2025. Quelle serait votre position si le candidat de cette coalition ou alliance qui va naître au sein avec le PPACI suite à l'appel de Bonoa serait un candidat du FPI? Quelle serait votre position du courant valeurs, démocratie et valeurs? Je n'ai pas fait de politique fiction. Je n'ai pas fait de politique fiction. Certains estiment que, bon, en allant là-bas, ils auront quelques chances de pouvoir représenter le groupe. Chacun a sa démarche. Chacun a peut-être sa tactique, mais moi, je n'ai pas fait de politique fiction parce que je veux prendre des décisions
et avec les camarades du courant, qui soient des décisions porteuses d'un avenir prometteur pour notre pays. Donc, il ne s'agirait pas seulement de faire le choix d'un candidat, mais il s'agira aussi de s'inscrire dans une démarche et de mettre en évidence des projets qui puissent être porteurs pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Certains leaders de l'opposition politique estiment que l'unité reste un défi majeur pour les partis de l'opposition. Est-ce que vous partagez ce même avis? L'unité pour les partis de l'opposition, je pense qu'il y a une vocation naturelle à se dire que unis, nous sommes plus forts. Mais la finalité, c'est quoi? Ça va être certains écueils. Parce que là aussi, on devrait parler d'idéologie. Parce que toute l'opposition n'est pas à gauche, toute l'opposition n'est pas à droite non plus. Donc, je crois que c'est la construction d'un programme pertinent qui sera le plus difficile. Et si on s'y mettait, ça aurait beaucoup plus de portée. Mais pour le moment, chacun se projette. C'est quoi le grand défi alors au sein de l'opposition aujourd'hui? Le grand défi, c'est que chacun mette en œuvre des politiques qui soient acceptées des populations dans leur connaissance du terrain politique et que chacun comprenne que le pays a atteint un certain niveau de développement et que les attentes des populations seront très élevées. Et donc qu'il y ait des approches beaucoup plus fondées en tenant compte de l'économie, certainement, du social qu'il faudra renforcer et puis des aspects infrastructurels. Donc il y a quand même un ensemble d'éléments. Est-ce qu'on dira que vous êtes contre l'unité au sein de l'opposition politique ivoirienne? Mais pourquoi on aurait cette vocation à vouloir être contre l'unité? On dit simplement que ça peut être difficile à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des propositions clairement énoncées? Aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans le champ des questions de leadership. On s'en rend compte. Il y en a qui appellent à gauche, il y en a qui appellent à droite. Donc, c'est des questions de leadership. Est-ce qu'on a abordé le plus essentiel? Quelle est la politique qui serait mise en évidence relativement à la question sociale? Quelle est la vocation économique? Avec d'un côté des gens de gauche, de l'autre côté des gens de droite. Et quelles sont nos attentes par rapport à notre projection sur le monde? Qu'est-ce qu'on mettra en œuvre en tenant compte de ce qui a déjà été fait? C'est ce qui manque donc au sein de l'appel de Beaunois? Moi, l'appel de Beaunois, vraiment, ce n'est pas une curiosité pour moi. Que faut-il, selon vous, pour que l'appel de Beaunois se concrétise en action? Mais ça, il faut le demander à ceux qui ont lancé l'appel. Vous êtes de l'opposition, vous souhaitez l'unité également au sein de cette opposition. Moi, je ne suis pas celui qui a lancé l'appel Beaunois. Je vous ai dit tout à l'heure que l'appel de Beaunois, je ne sais même pas quel est le contenu. J'en sais pas le contenu. J'en sais pas la finalité. C'est un appel, donc on dirait que ça a une portée. Mais réellement, je ne saurais parler de ce que je n'ai pas lancé comme appel. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que cet appel n'est qu'un vœu pieux? La liberté d'expression, la liberté de penser, pourvu qu'elle soit fondée sur une démonstration. Ceux qui le disent ont peut-être leur raison. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit cet appel-là qui sauvera la gauche et qui présentera un des meilleurs projets pour la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui sauvera la gauche? Le courant, démocratie et valeurs? Notre volonté à nous entendre et faire en sorte que nous travaillons véritablement en dehors des quêtes individuelles de positionnement, en dehors des quêtes de leadership, plutôt pour construire un projet réel pour la Côte d'Ivoire qui soit porteur et dont on parle quand on était dans l'opposition en 90. Avant les élections, on savait les valeurs que portait le Front populaire ivoirien. Mais nous sommes à 11 mois des élections. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? Qu'est-ce qui est fait? On dénonce, on décrit, mais on attendra qu'il y ait des propositions concrètes qui soient faites. Et comment réagissez-vous aux critiques de ceux qui disent que les appels à l'unité arrivent toujours trop tard en Côte d'Ivoire? Dans une certaine mesure, ils ont raison. Parce que la finalité, c'était de préparer ces projets-là. Il y a différentes étapes dans la mise en œuvre d'un projet. Il y a le niveau de la réflexion. Il y a le niveau de l'acceptation. Et il y a un niveau même, avant l'acceptation, il faut qu'il y ait une adhésion. Mais quand on attend quelques mois des élections, et chacun, en fonction de son projet individuel, voudrait le faire partager et en faire la vocation collective, j'ai dit déjà, il y a un gap. Et ça pourrait paraître simplement intéressé, sans avoir de portée réelle. Parlons maintenant de présidentielle 2025 et les candidatures. Est-ce que vous pensez que l'opposition ivoirienne peut présenter un candidat unique en 2025? L'opposition ivoirienne présenter un candidat unique.
Vous savez, comme je dis, pour le moment, les candidatures sont en train d'être annoncées. Et dire aujourd'hui que l'opposition peut présenter un candidat unique, alors que les chapelles politiques n'ont même pas fini de présenter leur candidat, alors que certains candidats en appellent à pouvoir être candidats. Le dire aujourd'hui vraiment, sans savoir les personnes qui vont s'engager, sans savoir les projets qui vont être mis en avant, moi je ne saurais m'engager là-dessus. J'estime simplement que tous ceux qui ont vocation à être candidats pourraient être candidats. Et chacun des partis va présenter un projet. Ceux qui peuvent être ensemble dans une fédération d'intérêt le feront. Mais dire que je pense qu'on aura un candidat pour toute l'opposition, à partir de maintenant, je n'en suis pas sûr. Aller en ronde dispersée, est-ce que ça sera favorable pour l'opposition, quand on sait l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ah, mais vous savez... 2010, coalition RHDP qui remporte les élections ivoiriennes. Après, c'est des choix tactiques. C'est des choix tactiques. Donc tout dépendra de la capacité de ceux qui vont représenter les volontés de leurs différentes chapelles politiques et de leur volonté à se mettre ensemble. Après, on ne peut pas les y obliger. Hein. On ne peut pas les y obliger. Chacun est libre de tenter sa chance. Ce qui va se passer en 2025, ce n'est pas de dire on va faire la configuration d'un groupe contre un autre groupe. Pour moi, ça va être le jeu des projets, des programmes contre le bilan du parti au pouvoir. Et comment jugez-vous le bilan du parti au pouvoir? Ah, mais le temps de parler du bilan arrivera. Mais c'est un bilan quand même qui présente certaines spécificités. Standard & Poor's a parlé donc d'une notation qui est déjà pas mal. Il y a donc des infrastructures qui sont mises en œuvre. Mais IDH, voilà. Donc, qui est aussi critiqué par indice partis de développement humain, c'est une réalité, mais Standard & Poor's aussi a donné un ensemble d'éléments. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire aussi. Mais ce sont des questions sur lesquelles éventuellement les candidats représentatifs des partis politiques vont s'exprimer. Il ne m'appartient pas à moi aujourd'hui de venir présenter l'étalonnage de ce que le RHDP a fait. En tant que citoyen, je remarque que beaucoup de choses ont été faites, après, libre à chacun d'apprécier. Le temps des débats politiques va arriver pour que chacun présente un peu ce qu'il a fait en termes de bilan. Mais je pense que notre pays a une meilleure visibilité. Et quelle est la stratégie de démocratie et valeurs pour se positionner dans cette élection cruciale qui arrive en 2025? Démocratie et valeurs, pour le moins, se positionne dans un appareil pour faire en sorte que la vocation de la démocratie interne s'exprime, se développe en interne, pour que les valeurs soient promues, pour que chacun comprenne que le parti politique, c'est la chose de tout le monde, c'est la configuration des attentes d'un groupe, et que personne n'en est le détenteur, que personne donc ne saurait, au nom de cela, caporaliser les différents pouvoirs qui sont au sein du parti. Donc c'est déjà ça. Notre vocation, c'est d'abord une meilleure visibilité au sein de notre parti. Pour le reste, on a le temps de voir venir. Une bonne visibilité au sein du FPIS a dit que vous aurez un candidat en 2025. Et qui? Démocratie et valeurs. Ah ben non, démocratie et valeurs, ce n'est pas un parti politique, c'est un courant au sein du parti. Et quand il y aura un candidat pour le Front populaire ivoirien, on appréciera en fonction de l'environnement qui aura été mis en œuvre pour la désignation du candidat, on appréciera en fonction du programme et du projet. Pour le moment, moi, je suis même plus membre de la direction du parti, je suis un militant de base. Donc je me complais bien dans cette posture-là. Et on se donnera les moyens d'apprécier ce qui se fait. Mais on mettra en évidence d'abord le plus important, ce qui nous paraît être majeur, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et l'unité au sein du FPI? L'unité au sein du FPI et l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors quel est le plus grand défi pour la présidentielle de 2025? Crédibilité électorale, unité de l'opposition ou autre chose? Oh, le plus grand défi... je dirais aujourd'hui, c'est avoir des programmes de gouvernement et des projets de société qui tiennent compte des attentes de nos concitoyens et qui apportent des solutions réelles par rapport aux problèmes tels que la cherté de la vie, tels que l'épanouissement de nos collaborateurs, tels que la maîtrise de certains coûts. Je crois que c'est d'abord ça. Il ne s'agit pas forcément de mettre en œuvre des aspects structurels, mais de mettre en œuvre surtout des vocations pour répondre aux attentes, aux urgences des populations. Et je crois que c'est sur le volet social que les différents candidats seront entendus. Est-ce que le climat politique actuel est propice à des élections pacifiques et justes en Côte d'Ivoire?
Bon, moi, je pense que chaque 5 ans, on a cette tendance-là à se poser cette question. Je crois que pour le moment, il y a de la communication. La CEI déploie un axe de communication, de sensibilisation. Les partis politiques qui pensent qu'il y a des choses à décrier au sein donc, du fonctionnement de la commission s'expriment. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Il y a aussi certaines velléités, certaines volontés. Est-ce qu'elles seront mises en avant? Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que le champ du dialogue n'est pas fermé. Que les institutions se parlent. Et que nul n'est, je dirais, repoussé dans son dernier retranchement. C'est ce qui est important pour nous. Et je pense que fort de cela, l'environnement va se déployer progressivement pour que nous allions à des élections apaisées, qui reconnaissent et qui consacrent la victoire de celui qui aura été porté par rapport au choix des Ivoiriens quant à la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et vous, que reprochez-vous à la CEI parce que certains partis estiment que la commission électorale n'est pas indépendante? Oh, vous savez, on a espéré la CEI qui ne soit pas celle des partis politiques. Moi, j'étais au 5e dialogue politique, j'ai représenté le Front populaire ivoirien. On n'arrive pas à trouver pour le moment cette solution. Donc pour le moment, on est bien obligé de se conformer à ce qui pourrait faire avancer les choses. Parce que chacun veut souhaiter que la CEI soit animée d'acteurs apolitiques. Mais les partis politiques ont quand même leur mot à dire. Donc nous nous retrouvons un peu dans cette approche-là. Je crois que tout peut être amélioré. Pour le moment, cette CEI a quelquefois consacré des victoires et reconnu quelquefois même des défaites dans le camp du parti au pouvoir, quand il y a eu lieu. Donc il y a quand même un minimum de choses. Après, bon, sur certains éléments, sur la question du toilettage, il a été concédé que ceux qui ont des preuves de ce que certaines personnes qui figurent sur le listing sont décédées, qu'elles puissent les produire. Ou qui ne sont pas les nationalités ivoiriennes. Voilà, donc il y a eu quand même des évolutions dans ce processus-là. Et pensez-vous qu'un audit de la CEI, de la liste électorale, pardon, est très important et crucial pour ce scrutin à venir? Vous savez, ou ce n'est pas nécessaire? Un audit, ça demande du temps, ça demande une structure pour le faire, ça demande une forte implication. Je ne sais pas si à 11 mois de l'élection, aujourd'hui on pourrait parler d'audit. Il y a quand même des éléments de contrôle. Le listing électoral est porté à la connaissance de tous. Porté à la connaissance de tous. D'ailleurs, les différentes remarques, les différentes critiques sont le fait de ce que chacun a accès au listing électoral. Donc, ce n'est pas fermé. Il y a eu des évolutions, même par rapport aux différents documents qu'il faut produire dans l'urgence pour être inscrit au niveau de l'enrôlement. Donc, dans la gratuité du certificat de nationalité. Des actions sont menées. Si on avait été retrouvé devant des situations antagonistes, tout était cloisonné, tout était fermé, il n'y avait pas de capacité à échanger, il n'y avait pas d'ouverture quant à la prise en compte des différentes critiques, auquel cas on aurait dit, bon, il y a péril en la demeure. Mais en l'état actuel des choses, la communication continue et elle avance allègrement. Y a-t-il des pourparlers en cours entre démocratie et valeurs et d'autres partis pour une éventuelle coalition ou alliance? Ben non, nous sommes démocratie et valeurs, un courant au sein du Front populaire ivoirien. Donc c'est d'abord ça. Maintenant, on appréciera en fonction de notre capacité à tous, au sein de notre parti, à accepter une posture nouvelle. Parce qu'il est même dit dans nos textes qu'un courant peut figurer dans les instances du parti. Donc c'est notre capacité à accepter le jeu démocratique qui va faire avancer allègrement des choses. Mais si la direction du parti reste fermée à cette capacité qu'elle devrait avoir à s'élever et à ouvrir le jeu politique, en ce moment, oui, il y aura quelques difficultés, il y aura quelques crispations. Quelle serait la première action que vous prendriez si vous aviez une influence majeure en 2025? Une influence majeure en 2025? Mais je crois que 2025, c'est déjà à partir de maintenant. Je crois que le parti au pouvoir a fortement travaillé sur les aspects infrastructurels, a travaillé sur les aspects, je dirais, structurels. Les premières actions aujourd'hui, c'est de regarder du côté des populations, donc amorcer la dynamique sociale. Je pense que le gouvernement et même les acteurs à venir en auront la capacité
parce que les champs pétroliers devraient commencer à produire en 2027, parce qu'aujourd'hui, il y a une recherche au niveau aurifère, il y a une recherche au niveau de manganèse, il y a un positionnement de la Côte d'Ivoire. Tout cela devrait permettre progressivement d'amorcer la dynamique sociale pour que nos concitoyens commencent à ressentir le progrès qui a été mise en œuvre. Bien. Parlons maintenant de justice, notamment la poursuite de certains leaders politiques par la justice ivoirienne. Comment analysez-vous les poursuites contre certains leaders tels que Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, pour ne citer que ces trois personnalités? Moi, je dirais clairement que tout politique que nous sommes des justiciables. C'est-à-dire ça, il faudrait déjà l'intégrer. Et ça pourrait justifier l'action que nous menons et faire en sorte que nous posions des actions, des actes qui soient compris par les populations et qui ne nous exposent pas. Donc déjà, nous sommes tous des justiciables. En outre, ce qui est à mettre en œuvre, il y a eu des cas déjà où il y a eu des jugements. Il y a eu des jugements. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des décisions politiques. Il y a eu des jugements. Donc quand vous dites, bon, par exemple, Charles Blé Goudé, le jugement a été fait. Le président Laurent Gbagbo, pareil. Ce qu'il y a aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est peut-être des actions politiques dynamiques. Amnistier, pourquoi pas ces deux personnalités? Faire des actions politiques dynamiques. Et je crois que les acteurs politiques aujourd'hui, ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est qu'à un certain niveau de la hiérarchie sociale, il y a beaucoup de possibilités d'échange. La politique, il y a toujours un côté court, côté jardin. Il y a la capacité qu'on a aussi à recourir aux bons offices. Beaucoup d'autorités en Afrique ont déjà posé ce genre d'acte. Donc à un certain niveau, il faut mettre en évidence l'action politique et faire ce choix-là. Le choix de la concertation, le choix de l'échange. Je crois que c'est ce qui va favoriser ces différents éléments. Donc c'est ce que je voulais dire sur ces différentes questions-là. Est-ce que vous pensez que la justice ivoirienne est aujourd'hui impartiale? Alors, pour dire que la justice ivoirienne est impartiale ou partiale, il faut que j'ai un ensemble d'éléments. Il faut que j'ai un ensemble d'éléments. Si je ne suis pas dans le secret des différentes délibérations, si dans la confrontation des attentes des populations, je n'ai pas d'éléments précis, je ne peux pas me prononcer sur la question. Évidemment, notre souhait à nous tous, c'est que cette justice-là, progressivement, soit une justice impartiale, si tant est que certains pensent qu'elle a de la partialité dans son approche. Et quel impact ces poursuites peuvent-elles avoir sur le climat électoral de 2025, ces poursuites contre Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro? Mais je voudrais dire que la notion de poursuite, là, il faut la revoir, parce qu'il y a eu des condamnations déjà. Maintenant, ce sont des actions à mener. Et le président Laurent Gbagbo estime qu'il devrait être sur la liste électorale. Mais qui est toujours poursuivi par la justice ivoirienne. Voilà, donc le président Charles Blé Goudé, pareil, au niveau du COJEP. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu des décisions. C'est vrai qu'il y a des poursuites, mais il y a eu des décisions. Et ces décisions-là, maintenant, devraient être le fait d'une action politique. Parce qu'il y a déjà une grâce qui a été accordée en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, mais le souhait des uns et des autres, c'est aller vers l'amnistie. Et je dis, toutes ces questions-là peuvent se gérer quand on a été des acteurs politiques à un niveau aussi élevé, dans les échanges, dans les bons offices. Voilà. Et quel message avez-vous pour ces leaders politiques poursuivis? Moi, je dirais, le cas de, par exemple, Soro Guillaume, c'est aussi une question politique. Je crois que ces questions-là peuvent être abordées dans ce sens-là. Maintenant, un message particulier, j'invite les uns et les autres à privilégier les voies de concertation, à privilégier la dynamique d'échange, à privilégier la communication. Je crois que c'est ce qui va peut-être apporter des solutions intéressantes pour tout le monde et pour notre pays. Parlons de justice, c'est une affaire de justice se passe au sein du FPI, entre Pascal Affi-N'Guessan et Pierre Gbagbo Godé. Comment vous réagissez face à cette affaire? Ah oui, mais d'abord, c'est un droit pour tout citoyen qui pense qu'à un moment donné, ces droits ont été transgressés, de saisir la justice. Donc ce n'est pas un acte qui soit antinomique avec l'appartenance à un parti politique. Les partis politiques n'échappent pas au champ de la loi. Les partis politiques n'ont pas une immunité.
Les partis politiques ne sont pas des petites configurations d'ensemble d'individus qui se mettent ensemble pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous sommes dans un État et c'est un État de droit. Donc chacun est bien fondé à saisir la justice. Je crois que Pascal Affi-N'Guessan lui-même avait saisi la justice en 2014. Donc je dirais une sorte de parallélisme. Dawo Godé estime que pour certaines raisons, il a saisi la justice. On attend donc que la justice se prononce. Et la première victoire, c'est celle de Pascal Affi-N'Guessan. Oh, moi, je ne sais pas s'il faut parler de victoire. C'est-à-dire que la question n'a pas été encore débattue au fond. Mais nous sommes dans tous les cas de figure des acteurs politiques. Dans le champ politique, quand un de tes collaborateurs, à un moment donné, se détache de toi, pour des raisons qui ont été mises en avant et qui ont même entraîné après sa suspension, parce que ça, c'est un acte grave quand même. Nous parlons de démocratie et de valeurs. Mais les textes permettent la suspension des militants du parti, ou pas? Les textes permettent la suspension d'un militant du parti en tenant compte d'un ensemble de faits. Quand tu es membre de la direction, c'est-à-dire donc le secrétariat général globalement, alors, effectivement, le comité central peut prendre une décision immédiatement. Mais quand tu es un militant de base, ce que Dawo Godé est devenu, je me suis présenté à vous tout à l'heure en disant que je suis militant. Donc je ne suis plus membre des instances du parti. En fort de cela, quand il y a un problème tel que celui-là, celui qui doit m'entendre, c'est la structure hiérarchique immédiate. Donc Dawo Godé est militant, donc c'est à l'assemblée de son comité de base ou de sa section que le droit revient de l'entendre pour lui donner des moyens de recours. Mais Dawo Godé n'est pas membre de la direction, il a été entendu par le comité central, il n'avait aucun moyen de recours à part le Congrès. Il est suspendu, il ne peut plus évoquer sa qualité de militant du Front populaire ivoirien. Vous comprenez donc qu'il est en but à une violation de ses droits. On va à un congrès demain, il n'y a pas de candidat. Le Front populaire ivoirien qui s'est battu pour avoir même un candidat. Pascal Affi-N'Guessan est candidat. Non, attendez, le Front populaire ivoirien qui s'est même battu en 90 pour avoir un candidat contre feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un truc où il y a un candidat, oui, mais il n'a pas d'adversaire. Parce qu'on a mis en œuvre un stratagème, je dirais, juridico-politique pour l'éloigner. Donc, demain, ils vont à un congrès qui, pour moi, n'a aucune portée. Parce qu'à un congrès, on devrait avoir des confrontations d'idées. La démocratie se nourrit de confrontations, d'échanges, de divergences de vues et d'opinions. Alors demain, qu'est-ce qu'on va consacrer? La victoire d'un camp? Tout simplement. Bien, un mot sur les probables candidatures du président Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo qui lui est candidat du PPACI, et Tidjane Thiam, probablement aussi au sein du PDCRDA, et Pascal Affi-N'Guessan aussi, probablement au FPI. Un mot? Un mot. Que le meilleur gagne. Si éventuellement, c'est cette panoplie-là qui se retrouve pour la course. Et Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, vous ne trouvez pas qu'il est temps de tourner la page quand on sait le rôle de ces grands acteurs dans la vie politique ivoirienne et dans les récentes crises qu'a connu la Côte d'Ivoire? Moi, je vous dirais, c'est un point de vue personnel. Je conçois le fait que la politique soit une activité à laquelle on peut s'adonner autant qu'on souhaiterait. Je ne suis pas pour ceux qui voient une limitation d'âge à 75 ans. Je considère que dans une première partie de notre vie, nous sommes mineurs. La jouissance de certains droits ne sont pas possibles. À partir d'un certain âge, est-ce qu'on devrait devenir des sortes d'incapables, dans une sorte d'incapacité au niveau juridictionnel s'entend. Donc c'est autant de questions. La question de santé est propre à chacun d'entre nous. Il y a des gens qui vivent heureusement jusqu'à 90 ans. Il y a des gens qui, malheureusement, à un certain âge, n'ont plus cette vocation-là. Je dirais donc que moi, je ne suis pas pour la limitation d'âge. Ça n'engage que moi personnellement. Parce que je voudrais que dans la société, l'égalité des droits soit la même, exprimée de la même façon. Mais en dehors de la limitation, maintenant le jeu politique, il est bien évident qu'au sein des appareils, il faut progressivement préparer des générations à se positionner. Ça, c'est une réalité. Mais même ces générations-là, quand elles se préparent, la politique, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose, malheureusement, qui s'arrache, qui s'acquiert. Je suis vraiment désolé, mais c'est aussi ça la lecture. La vocation de celui qui voudrait vous donner la capacité ou l'opportunité d'être candidat,
c'est aussi de se poser la question sur le fait que vous en soyez capable ou pas. Donc, je crois que c'est à la jeunesse de s'organiser. On ne peut pas comprendre que dans une société où plus de 70% de la population a moins de 30 ans, que le pouvoir soit toujours dévolu à des tranches d'âge qui sont à ce niveau-là. Donc, c'est aussi la responsabilité des jeunes, parce que ces candidats gagnent aussi avec des acteurs jeunes, avec des femmes, comme avec des jeunes. Donc, il faut tenir compte de ces éléments. Est-ce que les jeunes ont cette volonté véritablement de prendre le pouvoir et d'exercer le pouvoir? C'est déjà ça la question. Est-ce qu'ils en ont la capacité? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Donc, il faut que la société se démocratise déjà sur ça et qu'on donne de réelles opportunités à notre jeunesse pour qu'elle apprenne et qu'elle ait les moyens pour se positionner. Parce que la politique, finalement, c'est devenu excessivement budgétivore. Donc il y a aussi ces éléments-là qui sont des facteurs bloquants. La révision de la liste électorale est en cours. Le président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, souhaite le prolongement de la période. Et puis il y a un manque d'engouement. Comment vous réagissez sur cette opération en cours? Mais je pense qu'il faut attendre jusqu'au 10 novembre. Opération qui vise 4,5 millions d'Ivoiriens. Nous sommes très loin de l'objectif. Oui, il y a un gap. Il y a un gap parce qu'il y a eu un ensemble d'analyses qui font qu'on s'attendait à avoir 4 500 000 Ivoiriens. En l'état actuel des choses, on parle de 500 000 globalement. De 500 000, ça veut dire que le gap il est important. Maintenant, quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a un désaveu de la classe politique? Est-ce qu'il y a une démotivation de nos concitoyens? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt par rapport à la chose électorale? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Donc il y a une quête de sensibilisation qui doit être mise en œuvre. Il y a aussi des aspects administratifs, mais je crois que ceux-là ont été gérés partiellement. Donc il faut se poser la question, quel est le problème? Pourquoi nos concitoyens ne viennent pas s'inscrire? Pourquoi peut-être actuellement il y a un engouement? Est-ce que l'engouement, il faut continuer? Je pense qu'il est la latitude de la CEI de faire une proposition de prorogation, mais pas forcément dans des délais, à mon sens, qui soient et vous êtes pour cette prorogation? Ah oui, s'il s'avère qu'effectivement, dans le processus, nous sommes aujourd'hui au 7, c'est encore dans 3 jours. On va voir comment le processus a été mis en œuvre. Est-ce que vers la fin, il y a eu vraiment des quêtes? Est-ce que ceux qui ne sont pas inscrits au début étaient en train d'attendre la délivrance de leurs documents administratifs? Auquel cas, on considère que beaucoup vont peut-être s'inscrire encore dans les jours à venir. Mais le gap de 4,5 millions à atteindre, je ne suis pas sûr qu'on va l'atteindre. Et comment se passe l'opération au sein du FPI? Et puis, quels sont vos objectifs visés? Ça, il faut demander à la direction du parti. Bon, au sein de votre courant également? Oui, mais le courant, on a incité les uns et les autres à aller se faire enrôler et on invite des gens à le faire. Mais ça, c'est des prérogatives qui sont de la compétence de la direction du parti qui va faire de la représentativité. Mais je constate que jusqu'à présent, on n'a aucune délégation sur le terrain, différemment des autres partis politiques. C'est donc un échec avant les élections? Ah non, je ne dirais pas ça comme ça, je ne dirais pas ce genre de conclusion. Je dis seulement que le constat que je fais actuellement, il n'y a pas de dynamique. Peut-être parce qu'ils sont occupés à faire d'autres choses. Le FPI est plus concentré sur une affaire de justice que la révision de la liste électorale. Ça... Pas un membre de votre courant? Même membre du courant. Mais vous n'allez pas quand même l'inculper ou le... Voilà. Parce qu'il aurait distrait le camp d'en face vous accuse de vouloir diviser le parti et de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. La conquête du pouvoir en 2025? Vous savez, à un moment donné, chacun est libre de trouver les raisons qui puissent justifier lui-même quelquefois aussi sa léthargie à certains moments. Mais quel intérêt on aurait dans le parti à avoir cette vocation? J'étais celui qui devait être le président du comité d'organisation au départ. J'ai été celui qui a animé le congrès extraordinaire de 2021 avec un objectif de 10 000 personnes. On a été à 15 000. Je peux dire que ça a été tellement bien organisé qu'on a même commencé à l'heure, ce qui était rare. Donc, quelle est ma vocation, moi, à chercher à diviser un parti? Il faut en arriver à l'autocritique. Qu'est-ce qui ne marche pas chez soi-même? Ce sur quoi on doit travailler pour pouvoir s'ouvrir à d'autres capacités. Est-ce que vous êtes aujourd'hui déçu? Déçu de la gouvernance, disons, la gérance, le leadership au sein du FPI et de tout ce que vous avez fait pour le parti? Vous étiez un grand proche de Pascal Affi-N'Guessan. Oui, je pense que j'ai fait beaucoup pour le parti, mais moi, je ne fonctionne pas à l'émotion. J'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai une culture anglo-saxonne, je le dis clairement. Mon mode de management, même mon mode de vie, c'est anglo-saxon. Voilà, donc j'ai quand même cette capacité-là à porter l'autocritique à mon sein et voir comment je me déploie, avec des éléments précis pour voir l'évolution que je fais en fonction des moments. Donc c'est vrai
j'aurais souhaité une meilleure gouvernance. Mais tout ce que j'ai fait, c'est pour le Front populaire ivoirien. Ce n'est pas pour Pascal Affi N'Guessan. C'est même pourquoi, quand mes avoirs étaient gelés en 2010-2011, j'ai demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, donc la réalité pour nous aujourd'hui, nous faisons cela pour un idéal, pour le parti, et non pas pour des individus. Si les individus sont dans l'axe de nos attentes, nous les renforçons. Et sinon, nous tirons la sonnette d'alarme. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous ne regrettez rien? Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Bien, nous allons faire place à une autre rubrique. C'est le carton rouge, rubrique dans laquelle notre invité du jour fera un coup de gueule ou des coups de gueule sur des sujets d'actualité qui lui tiennent pourquoi pas à cœur. Carton rouge. Voilà, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche que notre invité est Isiaka Sangaré, président de Démocratie et Valeurs, un courant au sein du Front populaire ivoirien. Il est également membre de ce parti. Il fera son carton rouge ou ses cartons rouges. C'est parti. Alors, je ferai qu'un seul carton rouge, hein, parce que je suis contraint, parce que je considère que toutes les situations qui se présentent à nous pourraient connaître des solutions. Donc j'ai toujours été dans l'approche positive, dans la grande objectivité. Mais toujours est-il que c'est vrai, au niveau d'Abidjan, malgré les efforts qui sont faits au niveau de l'aménagement urbain, il y a encore des actes qu'on voit, des personnes auxquelles on demande de se déplacer, mais qui sont toujours là. Et je crois qu'à certains moments, effectivement, ça peut rendre beaucoup plus complexe l'évolution de la situation au niveau donc de l'aménagement urbain. Merci. Alors, nous allons maintenant pour la dernière rubrique de cette émission. Est-ce que vous aimez les chiffres? Il faut dire que je ne suis pas très bon en mathématiques, mais j'aime bien les chiffres quand il faut compter. Il n'y aura pas de calculs, il y aura juste des réflexions et des commentaires sur ces chiffres. Merci. La prochaine rubrique, le chiffre du jour. Voilà, le chiffre du jour, c'est une rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres ou un chiffre en rapport avec la vie de la nation ivoirienne ou de d'autres nations, des chiffres liés à l'actualité. Le chiffre du jour, c'est 5. Qu'est-ce que ça vous dit d'abord? 5 Le chiffre du jour, 5. J'ai besoin d'un autre indice. On va dire politique. 5 politique. National 5 politique nationale. Ah non, ça... FPI. FPI, 5 politiques nationales FPI. Alors, on voit ça tout à l'heure. Vous pas. savez très bien, le 5e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien se tiendra les 8 et 9 novembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans la capitale politique du pays. 7000 délégués seraient attendus pour ce congrès ordinaire. Tout d'abord, quel sens donnez-vous à ce congrès? Je ne lui donne aucun sens. Je crois que je me suis expliqué clairement sur la question de ce congrès. Un parti politique tel que le Front populaire ivoirien, qui est un parti de gauche, un parti socialiste, qui s'est battu pour la promotion de la démocratie, qui va à un congrès quand on a éliminé un des candidats, je suis désolé, je ne lui donne aucun sens. Et d'aucuns affirment, même proche de Pascal Affi N'Guessan, que Dabo Godépierre peut être candidat à ce congrès, malgré sa suspension. Ça, il faudrait bien le demander. Vous qui connaissez mieux les textes. Mais un contexte dans lequel on va à un congrès, nos textes disent clairement même qu'on doit avoir accès au listing. Je ne sais pas si le listing a été affiché quelque part. Je ne sais pas quelle est la qualité des délégués. Je considère que Dabo Godé a été suspendu parce que, sincèrement, peut-être ces questions-là, il les aurait opposées à l'organisation du congrès. Je me pose des questions. Si on m'apporte des solutions là-dessus, des réponses concrètes, en ce moment, je dirais, OK, j'ai compris. Mais en l'état actuel des choses, je me demande combien de délégués, est-ce que le listing a été produit, quelle est la qualité de ceux qui vont, est-ce qu'ils sont à jour de leur cotisation, est-ce qu'ils ont leur carte de militant? Autant de questions. Donc, sincèrement, je ne souhaiterais pas rentrer dans ce que j'appellerais un simulacre de congrès. Et vos attentes de ce congrès? Aucune attente. Je crois que le Front populaire ivoirien devrait faire en sorte que nous rentrions dans le processus démocratique. Avec plusieurs candidats. Nous donnions les moyens de rester constants. Il ne faut pas vider le Front populaire ivoirien du sens qu'il a créé et de l'essence qui chaque jour lui donne vie.
Bien. Merci Isiaka Sangaré d'avoir répondu à toutes nos questions durant ces 70 minutes d'émission. Je tiens à rappeler que vous êtes militant du Front populaire ivoirien, président du courant Démocratie et Valeurs. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et tous mes encouragements à Reflet TV, qui est en train de faire un bon travail pour participer à la dynamique de communication au niveau des différents audiovisuels sur la place. Bien sûr, nous sommes ouverts à tous les partis politiques et leaders. Nous espérons que vos réponses éclaireront davantage nos téléspectateurs sur votre vision et vos ambitions pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci encore pour votre participation et à très bientôt sur Reflet TV pour d'autres numéros d'Entre Deux News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à partir de 20h15 sur le numéro 208 du bouquet Canal+. Émission également à trouver sur Facebook, YouTube, Reflet TV, notre site internet www.reflet.tv, sur la TV d'Orange et la TV de MTN. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.